Le premier conférencier est Marc Fafard de Cette-Île sans uranium. Donc, j'avais la mission d'improviser une introduction. C'est sûr qu'il a été très impliqué dans le dossier de l'uranium. Malgré le nom Cette-Île sans uranium, il était également impliqué dans d'autres dossiers miniers. Donc, c'est quelqu'un qui, avec son groupe Cette-Île sans uranium, qui s'était fait connaître là, à Cette-Île pour leur implication et leur coup d'éclat, un peu pour attirer l'attention de la population sur les enjeux du nucléaire au Québec. Entre autres, son groupe avait claimé, entre guillemets, le terrain autour du Parlement et avait installé un camp minier. Donc, ça avait été un bon coup de publicité. Par la suite, on va avoir Jocelyn Pinet, qui est consultant là, depuis plus de 25 ans. Il aide les entreprises et les organisations publiques et privées, tant à l'international qu'au niveau local, à aligner la culture et le comportement de leur personnel ou autres parties concernées avec leurs objectifs stratégiques. Il travaille étroitement avec un grand nombre de dirigeants en Amérique, en Europe, en Asie, pour les aider à faire face à leurs défis les plus importants, reliés à leur vision, leur équipe de gestion, la direction, le personnel et parfois les clients, les collectivités. Mobiliser les forces vives qui permettront là, aux organismes de réinventer l'organisation et d'actualiser le potentiel de l'organisation. Donc, ayant une expérience pragmatique du management, il fut directeur commercial, directeur de marketing, directeur des opérations pour le compte d'entreprises canadiennes dans plusieurs secteurs. Aussi, les spécialistes des défis reliés au leadership, il a publié de nombreux ouvrages. Il est également conseiller stratégique en responsabilité sociale et environnementale auprès de l'Institut du Nouveau Monde et sur le leadership et les nouvelles technologies auprès de Technomédia. Donc, je laisse la parole à M. Fafard. Donc, Bonjour. Donc, vous me connaissez pour la plupart, Marc Fafard. Bonjour à tous ceux qui sont là, des faces que j'apprécie de voir, puis c'est le fun qu'on se rencontre à Montréal. Dans un contexte aussi international, pour parler d'uranium, je dois dire que c'est vraiment une première, puis ça fait chaud au cœur. Je pense que tous les gens qui sont du Québec puis qui travaillent dans ce dossier-là doivent se sentir un peu comme moi puis flotter sur un nuage là, aujourd'hui, puis demain, puis après-demain probablement, parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, puis j'en vois ici là, qui ont fait 25-30 ans sur ce dossier-là, puis finalement, on sent qu'on s'approche de quelque chose. On est rendu en haut de la pyramide. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'acceptabilité sociale, puis j'ai amené mon traîneau un petit peu pour marquer le point, ce point-ci qu'il faut, si on veut que les gens se prononcent, acceptent ou rejettent un projet quelconque, c'est primordial que les gens en soient informés. Puis, dans le monde actuel où tout est image, tout est nouveaux médias, tout est très pointu dans le temps, tout est spontané, le fait d'avoir le traîneau a fait en sorte que les enfants étaient intéressés. C'est un signe de paix. Ça demande une certaine attention, ça apporte des questions. Donc, la job du traîneau, c'est de bâtir une image. L'uranium a un potentiel d'attraction un peu comme la baleine, excessivement fort. Mais quand on voit l'uranium dans notre tête, on pense à une tête de squelette, on pense à un champignon d'une explosion, on pense à des choses négatives. Donc, en amenant une image comme celle du traîneau, ça permet de un petit peu graisser le chemin pour que ça passe mieux, d'une certaine façon. Donc, je voulais vous le montrer, le traîneau, puis il a fait le tour du monde. Je suis allé un peu partout avec, je l'ai amené en avion, je l'ai amené partout, puis les gens ont toujours accroché. C'est sûr que c'est marqué Québec sans uranium, mais pourquoi le traîneau? Tu sais, déjà, on ouvre la discussion. Okay? Donc, c'est le premier outil qui a été le mien. J'ai pas eu le choix de devenir un homme sandwich puis aller me mettre dans la rue à un moment donné à cette île parce que les médias ne voulaient pas parler de l'enjeu de l'uranium. Donc, j'ai été obligé de faire quelque chose pour un petit peu sortir de l'ordinaire. Puis, quand on a lancé le traîneau, c'était marqué « Faites-vous un cadeau, donnez votre appui ». On a lancé ça juste avant Noël, puis on a ramassé 15 000 appuis dans le temps des vacances de Noël. Il y a 30 000 personnes à cette île.
Donc, ça a fonctionné. Puis, c'était un petit peu un coup de chance. Mais de là, l'importance de bâtir l'image de son message avant de lancer son message. Parce que si on veut revenir à notre acceptabilité sociale, il faut que les gens soient informés pour prendre une décision éclairée. Puis c'est ce que cette île sans uranium s'est donné comme mandat de faire, c'est de vraiment sensibiliser la population, puis surtout des informer. On s'est vite aperçu que dans le dossier de l'uranium, l'information est assez rare. Ils ont une information pro-uranifère qui est très, très abondante de par les commissions des sûretés nucléaires. Ils sont très, très bien équipés, puis ils sont très, très bien écrits, ils sont très, très bien représentés sur le net ou dans les livres. Donc, le grand défi, si on veut, dans ce dossier ici, c'était de faire sortir l'information qui est pas l'information qui passe là, à tous les jours dans les médias, parce qu'elle vient souvent d'un milieu qui est très organisé, le lobby du nucléaire qui est très, très structuré. Donc, la première job de cette île sans uranium, c'était, un, de jamais compter de menterie, de deux, s'assurer qu'on vérifie toutes nos informations, puis de trois, faire des coups, puis parler aux gens en adressant l'enjeu sans viser personne, sans pointer personne, parce qu'on le voit, là, pour ceux qui étaient là il y a 7-8 ans, on avait toutes les associations de géologues, de l'exploration, des chambres de commerce, tout le monde était contre nous autres. Puis, on dit toujours, en tout cas chez cette île sans uranium, qu'il faut s'assurer que personne ne sera jamais gêné de changer d'idée puis d'embarquer avec nous autres. Donc là, on le voit, les cris, un paquet d'autres groupes qui sont venus embarquer dans notre démarche parce qu'ils se sentaient fiers d'avoir compris puis ils n'étaient pas gênés de changer de côté. Donc ça place un petit peu comment il faut travailler pour arriver à informer la population pour qu'ils puissent, eux, à un moment donné, prendre une position, puis décider oui ou non, puis à ce moment-là, devenir un petit peu le compte-rendu de l'acceptabilité sociale. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer par une série d'une vingtaine de slides tous les coups ou les actions que cette île sans uranium a mis de l'avant dans la première année, 2008-2009. Ça a été une quinzaine de mois très, très intenses où on a dû prendre position puis s'assurer que le dossier de l'uranium prenne une part importante des médias ou de la place médiatique pour que les médias deviennent un petit peu le haut-parleur de notre message pour que la population puisse prendre ce message-là, l'accaparer et aller chercher plus d'informations, mais au moins s'informer puis connaître le fait que ce dossier-là existe. Puis, à la fin de cette série de slides-là, Léger Marketing est venu faire un sondage à cette île sur, je pense, 1000 personnes. Puis, M. Léger avait dit, lorsqu'il est venu expliquer le rapport, il dit « C'est la première fois que je fais un sondage où 100% des gens interrogés étaient au courant du dossier. » Puis, il avait dit, je me rappelle, à Radio-Canada, il avait dit « L'équipe de M. Fafard a mangé l'opposition. » Parce qu'on a regardé la couverture médiatique depuis les derniers 15-18 mois, puis ils ont à peu près 100% de la couverture médiatique. Donc, on se doit de féliciter les travaux de cette île sans uranium parce qu'ils ont accompli deux choses. Prendre la place dans les médias, puis s'assurer que 100% de la population soit au fait du dossier. Donc, sans plus tarder, je vais aller avec les slides, je vais les commenter un petit peu en passant. Je vais prendre le micro, puis je vais m'asseoir. Ce ne sera pas bien long. Puis, donc, on voit l'hôtel de ville de cette île, l'historique, si on veut. Ça commence en 2008, la fièvre de l'uranium. On a ramassé environ 2000 pages d'informations qu'on peut catégoriser grises et scientifiques pour en faire une genre de Bible qui était le contenu de l'information dont CISUR était dépositaire, si on veut, puis qu'on partageait avec la population de cette île pour leur montrer qu'est-ce qu'il y avait comme information sur le marché. TerraVenture, TSX, leur fiche à la bourse. Je pourrais expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'on a fait, puis pourquoi je marque là, c'est important de voir ce qui est qui notre opposant, puis comment il fait pour se financer, à qui il parle, comment il s'adresse à ses actionnaires. Donc, en 2008, TerraVenture, en mai, qui obtient son premier permis pour construire la route pour aller à son site d'exploration où il avait déjà fait une douzaine de trous. On situe TerraVenture, qui est aux frontières de la ville de cette île, environ 14 000
Si on voit le serpentin de la rivière Moisy, là, qui sort un petit peu à droite, ils sont à côté, à environ 1 kilomètre de la rivière Moisy, puis à une quinzaine de kilomètres du bord du fleuve. Le marché de l'uranium, les prix, donc il faut découvrir avec qui on fait affaire. Donc, c'est pas juste Terra Venture, c'est pas juste l'uranium à cette île, mais c'est un marché mondial. Le site de Terra Venture, où on voit là, les trous blancs où ils ont fait de l'exploration, ce sont les capes décapées sur le dessus. Terra Venture va de l'avant. Sur le site d'exploration, les différents gisements, parce qu'en tant qu'organisme, si on veut être capable d'informer la population, il faut nous autres-mêmes s'informer auparavant. Puis, la clé, c'est souvent de connaître le territoire. Donc, vous allez voir beaucoup de cartes. On a travaillé beaucoup à aller sur les sites d'exploration. Donc, on s'organisait pour bien connaître le territoire. Puis, ici, on voit, je dis M. Razvan Popescu, qui est un ingénieur roumain qui est à cette île, qui, lui, a vraiment parti le bal, si on peut dire. Il était conscient de ce qui s'était passé à Tchernobyl. Sa famille était dans le coin. Donc, lui, quand il a entendu parler d'exploration pour l'uranium à cette île, il a tout de suite allumé. Donc, ça a été un des catalyseurs là, de la réponse des gens de cette île. M. Razvan, la compagnie Terra Venture qui s'installe, les claims de Terra Venture, on peut voir tous les petits carrés. Si vous regardez en vert, c'est la réserve projetée aquatique de la rivière Moisy. Si vous regardez la bosse des claims de Terra Venture qui est en rose, on peut voir que le parc ou la réserve a contourné les claims. Puis ça a été négocié dans une soirée où le parc aurait dû continuer en ligne droite. Puis si vous regardez comme il faut, il y a le lac Cachiwis. Il y a la moitié du lac qui est dans la réserve aquatique, puis l'autre moitié qui est dans les claims. Donc, c'est complètement illogique. Donc, on peut voir que les claims sont dominants de part de la loi, puis de part de l'attitude de nos gouvernements. Les parcs ne peuvent pas déloger les claims. Puis si on regarde à côté, c'est la réserve écologique de Matamek. Les lignes rouges, ce sont les bassins versants. Puis on voit entre les deux aires protégées une autre série de claims. Donc, ça aurait dû être un parc au complet, ça aurait dû être protégé complètement. Puis non, on a laissé les claims là. Donc, le parc, plutôt que de protéger le bassin versant au complet, on a protégé pour la rivière Moisy le plus haut point qu'on peut voir à partir de la rivière. Donc, le site d'exploration du lac Cachiwis est dans le bassin versant immédiat de la rivière Moisy, qui, elle, a son statut d'aire protégée, projetée, ce qui est un peu ridicule, mais c'est ce genre d'informations-là qu'il faut mettre de l'avant pour que la population devienne consciente des enjeux, puis ça continue avec des visites sur le territoire. On est allé voir, puis c'est ce qui a fait notre marque de commerce, cette île sans uranium. On s'est déplacé, puis on est allé à pied un peu partout. Quand vous voyez les dates, là, on est parti en mai 2008, puis là, on est rendu en octobre 2008, le conseil de bande qui aussi embarque avec nous autres, puis envoie une mise en demeure à la compagnie. Chez les Autochtones, on a eu le conseil de bande de Mingan qui nous a appuyés premièrement, puis ensuite le conseil de bande de cette île. Donc, le 25 octobre, la compagnie quitte, mais ils vont revenir. Ça a toujours été un jeu du chat et à la souris, si on veut. Le site d'exploration lui-même, en vue en hélicoptère l'hiver. Une vue du site de cette île, si on regarde vers le sud, à partir du dessus de la montagne du lac Cachiwis. Donc, on voit qu'on n'est pas si loin que ça. C'est les îles de cette île qu'on voit les montagnes dans l'eau. En novembre 2008, la prise de position des médecins, dont Mme Isabelle Gingras, qui est là tout de suite, qui a été encore un coup très, très, très efficace. On ne peut pas le nier. Ici, on voit les médecins qui sont là avec la lettre, M. Popescu, Dr. Rimbaud. Donc, c'est fort. L'Association de l'exploration, avec M. Jean-Pierre Thomasien, qui, comme la plupart des associations, que ce soit des géologues, que l'Association minière du Canada, la Commission de la sûreté nucléaire, réagissait. Il venait nous planter là, de façon ciblée. Là. M. Thomassin est jusqu'à aller dire au début que le bon Dieu avait un petit peu fait une erreur puis nous avait mis de l'uranium dans notre cour arrière puis qu'il connaissait des bonnes compagnies qui allaient venir faire le ménage pour le bon Dieu. Il n'est plus là maintenant, M. Thomassin. Donc, opinion des médecins, puis on le voit, les opinions viennent de partout. Une pétition, c'est à ce moment-là que le traîneau est apparu. La Toboggan, on le voit. Donc, on voit un certain nombre d'étapes
qui deviennent un peu un chapelet d'action. Encore ici, on peut voir, on est allé sur la Basse-Côte en motoneige avec le traîneau. On a fait Natashquan-Blanc-Sablon pour aller. Il y avait un enjeu sur la Basse-Côte. Il y avait la compagnie Sécurade qui avait un projet d'enfouissement de déchets qui voulait que les municipalités de la Côte-Nord deviennent une communauté d'accueil pour le projet de la Commission de la sûreté nucléaire pour le site permanent d'enfouissement. Donc, on est allé, puis si vous regardez, vous voyez des enfants. Donc, on est allé un groupe de 11 en skidoo. On a fait toutes les communautés entre Natashquan et Blanc-Sablon. Il y en a une dizaine. On était 5 adultes, 4 enfants, puis pas de maman, juste des papas. Camping d'hiver, les tentes, tout, puis on allait dans les communautés parler d'uranium. Donc, quand tu arrives, encore là, l'image, quand tu arrives à quelque part avec ta cravate, puis ton dossier tout beau, ben tu as l'air d'un pédeleux ou un vendeur de balayeuse. Mais si tu arrives avec des enfants, puis tu es comme les gens sur place, ben déjà la porte s'ouvre, l'accueil est là, puis les gens sont ouverts à une certaine discussion, donc sont ouverts à une réflexion. Si on amène l'information, on obtient une sensibilisation. Puis là, après ça, on a commencé à regarder la Côte-Nord elle-même. On s'est aperçu que ce n'était pas juste à cette île, mais il y avait des sites d'exploration. Il y en avait une trentaine, il y en avait 23 sur la Côte-Nord. Donc, on s'est mis à visiter les différents sites. À cette île, il y avait eu de l'exploration pour une quinzaine de millions. En Mingani, il y a eu des travaux pour environ 120 millions. Donc, ce sont des gros investissements qui font en sorte que c'est difficile à déloger ces gens-là, même s'ils sont juste des petits juniors. La chance qu'on a eue, comparativement avec d'autres projets miniers, c'est que les travailleurs ne venaient pas de la région. Il n'y a pas de compagnie d'exploration québécoise, il n'y a pas de foreuse sur la Côte-Nord, donc c'était tous des gens de l'extérieur. Souvent des anglophones qui venaient de la Colombie-Britannique. Donc, ça faisait un peu bizarre. Si on regarde la carte, avec les... Puis ça, c'est une page d'un site Internet de Bonaventure Enterprise, puis encore là, TSXV, BVT. Je le mets tout le temps parce que ça a été la clé de notre succès. Les compagnies d'exploration financent leur activité à la bourse à Toronto. Puis, c'est plus important de connaître leur code de bourse que leur nom. OK? Puis, je vais venir avec un petit peu à la fin sur pourquoi on a travaillé avec ça. Le janvier 2009, la municipalité de Sept-Îles, après beaucoup d'efforts et d'astinage et de participation aux réunions du conseil municipal, enfin, la ville de Sept-Îles fait une résolution qui demande au gouvernement du Québec de mettre un moratoire, après qu'il y a eu un sondage où 90 % de la population de Sept-Îles ne voulait pas qu'il y ait de mine d'uranium à Sept-Îles, mais en plus voulait qu'il n'y en ait pas sur l'ensemble du Québec. Donc, manifestation, puis c'est une des clés quand on peut mettre 2000 personnes, 1500 personnes, 5000 personnes dans la rue à Sept-Îles, ça a un gros impact, puis les gouvernements sont obligés de regarder les nouvelles. Donc, toujours une petite bataille pour essayer de comment on va informer la population en utilisant les médias pour qu'ils relient ou ils relaient l'information au plus grand nombre. Donc, février 2009, le gouvernement demande à la conférence régionale d'organiser un forum sur l'uranium à Sept-Îles, une aventure de 200 000 $ qui a duré 4 jours à Sept-Îles, qui a été un petit peu, pas du n'importe quoi, mais une campagne de promotion pour l'industrie avec des gens de la Saskatchewan, de la France, mais tous des gens de l'industrie. Donc, on peut voir à qui on fait affaire, puis quel genre de moyens ils ont. Donc, on revient encore sur le voyage sur la Basse-Côte-Nord. Puis, le rendez-vous au lac Cachiwis, qui est le dernier grand coup, si on veut, de cette année-là, où on a fait un ballet de motoneige avec au-delà de 500 motoneiges sur un lac. On voit la photo, le site, le sigle de l'uranium a 1 km de diamètre. Donc, on avait un hélicoptère, on montait, on filmait, on faisait bouger tout le monde, puis on venait. C'est la première fois et la seule fois qu'on a fait les nouvelles nationales à part de la sortie des médecins. Donc, c'est pas évident pour sortir de sa région. Le petit bulletin paroissial, le journal local, il va couvrir tes affaires, mais pour aller au national, c'est assez compliqué. Encore là, les symboliques fortes, le tipi au centre, un autochtone qui bénit la patente, des gens avec des pancartes, une activité familiale qui a fonctionné à merveille. Ça a été une superbe journée. Puis, avril 2009, la fin, si on veut, de cette première étape-là, qui s'est mis à continuer par la suite. Donc,
Dans ces dossiers-là, on peut voir ici, unissons la région autour de nous pour imposer un moratoire. Uranium, c'était des jeunes du secondaire qui avaient fait une pancarte, puis on l'a tellement aimé qu'on l'a demandé leur photo pour faire le poster du forum citoyen, qui était le forum parallèle au forum. Puis à ce moment-là, on a fait venir Gordon Edwards à cette île, puis on a un petit peu amené l'information qui venait contrebalancer ce qui se disait dans l'autre salle par les gens de l'industrie. Un autre site qui s'est fait à cette île, qui est toujours basé sur comment rendre l'information disponible pour la population, le site Radon. Donc, c'est un autre, on a publié une série de caricatures où on voyait Jean Charest parler avec le maire de cette île de l'époque, puis M. Harper. On avait les croisières qui arrivaient à cette île, puis le bateau, il demandait aux gars de radio à cette île, c'est quoi la qualité de l'air à cette île aujourd'hui, est-ce qu'on peut débarquer avec nos gens, tu sais. Sur le site de Terra Venture, on a démontré que les pratiques étaient salopes, si on veut, des barils dans l'eau pour faire des quais avec du fuel encore dedans, les carottes n'importe comment, les barils n'importe comment, du fuel un peu partout. Puis, ça a été un petit peu la clé, les visites sur le terrain, parce que le ministère de l'Environnement n'a pas le droit d'aller voir les sites d'exploration. Ça ne fait pas partie de leur mandat. Mais si vous faites une plainte, ils sont obligés d'y aller. Donc, le truc qu'on a trouvé, c'est qu'on a fait des plaintes pour des contaminations aux hydrocarbures, après avoir nous autres mêmes fait un échantillonnage en laboratoire certifié. On faisait une plainte avec l'échantillon puis le rapport du laboratoire. Là, le ministère était obligé d'aller sur place puis voir ce qui se passait sur le terrain. Donc, on peut voir les bouts de forage un peu partout qui devraient être dans le trou, mais qui ne le sont pas. L'huile dans l'eau. On peut voir les barils avec le fuel sur le dessus, les poubelles qui brûlent sur place. C'est tellement contaminé que les gens, avant de partir, ils brûlent leurs bottes pour ne pas ramener les bottes chez eux. Un autre coup qu'on a fait, on est allé rencontrer le ministre de la Santé à l'époque, à l'hôpital de Sept-Îles, avec le directeur de la santé publique pour y expliquer que les carottes sur le terrain étaient un enjeu de santé publique. Donc, on revient beaucoup sur l'exploration. Ça a été une mobilisation citoyenne. On en a fait des visites pour aller voir les sites d'exploration. Quand on a montré des images aux gens de cette île qui jouent dehors, du territoire qui était vraiment brisé, si on veut, ben, veut pas, ça touche. Il faut que tu trouves des vecteurs pour aller accrocher ta population. Donc, je finis là-dessus en disant que la clé de la patente, pour moi, pour de l'acceptabilité sociale, c'est pas tellement les règlements qui vont entourer comment on va mesurer l'acceptabilité sociale, c'est toute la phase d'information et de sensibilisation qui devrait être faite de façon structurée pour que le débalancement classique des pro-développement versus ceux qui s'opposent, pour pas qu'on les mette de côté puis qu'on dise que ce sont des extrémistes ou des environnementalistes ou des ci ou des ça. Il devrait avoir une certaine prise en charge pour que l'information totale, si on veut, d'un projet juste et équitable pour les deux côtés de la médaille, soit rendue au public. C'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on continue de faire, mais c'est pas évident, comme un petit groupe citoyen, de devenir responsable de l'éducation, de l'information, de la sensibilisation. Oui, c'est notre mandat, puis c'est la méthode qu'on a utilisée pour aller obtenir le résultat dont on avait besoin, mais ça a toute cette série d'événements-là a créé, si on veut, le concept d'acceptabilité sociale au Québec. C'était une des premières fois, et c'est sûr qu'il y a eu des barrages, il y a eu des centrales, des usines thermiques, il y a eu des réacteurs pour brûler des déchets qui ont été opposés, mais dans un monde moderne minier, présentement, c'est à cette île qu'on peut dire que l'acceptabilité sociale est devenue un outil. Nous, on a dit, si la population est au courant, bien informée, elle va décider d'elle-même que ce n'est pas un bon projet. Donc, on veut que la population ait son mot à dire, d'où vient, ou son pouvoir décisionnel de communauté d'accueil locale, d'où vient le concept d'acceptabilité sociale dans l'époque récente. On ne l'a pas mis au monde, mais on en a fait un cas concret, classique, où maintenant on a vu que les gens, une fois qu'ils sont au courant, je dis que 95% des gens, une fois informés, vont dire non à l'uranium. Donc, ça devrait être la même chose pour tous les projets. Les mauvais projets vont être refusés par une communauté.
Puis les bons projets n'auront pas besoin de faire la promotion de ci, de ça, parce que ça va être un bon projet, puis tout le monde va aller dans le sens du bon projet. Donc, à quelque part, l'acceptabilité sociale, c'est une fin, mais ça plutôt qu'être un outil de mesure pour arriver à la fin, pour vous séparer qui est contre, qui est pour, on devrait mettre l'accent sur le début pour présenter le projet complet pour que la population, si le projet est bon, embarque dedans puis devienne un facilitateur, un catalyseur, puis s'accapare le projet, puis ça doit devenir un projet constructif pour la communauté. Puis lorsque le projet est pas bon, ben ça donne rien de venir essayer de taper sa tête du monde avec des lignes. Moi, je vais finir là-dessus, je dis tout le temps, c'est facile de pousser la vérité, mais ça coûte cher de faire avancer le mensonge. Donc, si vous voyez des organismes qui s'entêtent à passer des lignes puis qui engagent des firmes de relations publiques, dites-vous que le message est dur à faire avaler. Il doit y avoir quelque chose de pas trop correct dans ce message-là. Je finis là-dessus. Bonjour. Merci, Marc. Je pense qu'on va voir qu'on s'entend bien dans nos présentations respectives. J'ai juste me déplacer un petit peu ici parce que j'aime ça vous voir. J'ai envie de commencer avec un texte que j'ai trouvé dans un journal que je pense qui reflète assez bien la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous lis ça. Alors, ça dit « Le monde est devenu trop lourd à porter. Il se passe trop de choses, il y a trop de crimes, trop de violence et trop d'animation. Malgré tous nos efforts, nous n'arrivons plus à suivre. Nous sommes bombardés de découvertes scientifiques qui nous laissent bouche bée. La scène politique évolue à une allure telle que nous avons à peine le temps de voir défiler les acteurs. La pression est intense. Nous approchons la limite de ce que la nature humaine peut supporter. » Ça ressemble pas mal à tout le monde, hein? Ça vient de l'Atlantic Journal, c'est l'édition du 16 juin 1833. Je vous lis ça parce que, oui, 1833, c'est pas une erreur. Je vous lis ça parce que, de tout temps, les hommes, les femmes, les humains, ont été confrontés à des changements dans nos sociétés, à des évolutions qui nous confrontent à nos limites, à nos systèmes, à nos passés, à nos vieilles façons de faire. Et tout le phénomène qu'on vit aujourd'hui d'acceptabilité sociale, on devrait presque dire, c'est pas un sujet d'acceptabilité sociale, c'est la non-acceptabilité sociale qui est un sujet. Quand c'est acceptable socialement, on n'en parle pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables socialement qu'on en parle, ça devient des enjeux. Et donc aujourd'hui, on le voit un peu partout, pour toutes sortes de raisons que je vais explorer avec vous dans quelques minutes. L'acceptabilité sociale ou la non-acceptabilité sociale, et je ne le dirai pas à chaque fois, là, mais sous-entendez-le, elle vient quand on veut changer le nom d'une rue dans une ville. Elle vient quand on veut ouvrir une garderie. Elle vient quand on veut bâtir un édifice. Elle vient quand on veut creuser une mine. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on veut faire, à quelque part, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale. Qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas un sujet, mais il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, toujours, pour toutes sortes de raisons. Les citoyens sont plus informés, sont plus impliqués, ils se sentent partie prenante de leur communauté, de leur environnement, de leur milieu, puis ils veulent que ce soit une réflexion de leurs valeurs, de leur image, etc., avec vraiment des raisons. Et on n'a pas beaucoup de systèmes pour encadrer tout ça. On a des règlements, des lois qui obligent un promoteur ou un entrepreneur quelconque à suivre certains règlements pour faire certaines choses. Mais quand on parle d'acceptabilité sociale, que le gouvernement exige, comment tu encadres ça? C'est quoi l'acceptabilité sociale? Comment tu mesures ça? Comment tu sais que tu l'as ou tu ne l'as pas? Et le seul outil qu'on semble avoir aujourd'hui, c'est un espèce de référendum, et là, tu es pour ou tu es contre. Mais c'est pas acceptabilité sociale, c'est pas dire t'es pour ou contre, il y a pas mal de nuances dans tout ça. Et donc, ce qu'on a fait avec l'Institut du Nouveau Monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, rapidement, l'INM, vraiment notre mission, nous, c'est de favoriser la participation citoyenne. Fait qu'on fait toutes sortes de choses. L'État du Québec, c'est des choses qu'on fait. On fait des universités d'été, on fait démocratie participative sur l'acceptabilité sociale, on fait des ateliers sur la gouvernance participative, sur l'entrepreneuriat social, sur l'innovation sociale. C'est notre rôle, nous, c'est notre métier, c'est de favoriser la participation des gens dans leur communauté, dans leur vie, dans leur environnement. On n'est pas attaché à aucun parti politique. Notre financement vient d'activités qu'on fait, donc on est complètement libre et on tient à ce que ça soit comme ça. Et donc, on a, depuis quelques années, réfléchi aux enjeux d'acceptabilité sociale en se disant, il y a vraiment, il faut faire une réflexion là-dessus parce que quand on en parle aujourd'hui, c'est en réaction à quelque chose. Une mine, un projet quelconque, et là, ça devient quelque chose sur lequel on réagit. C'est pas neutre à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un forum qui amenait des acteurs de tous horizons, autant des écologistes que des entrepreneurs, des gens du gouvernement que des gens du privé, à réfléchir ensemble à ce sujet-là d'acceptabilité sociale. Et donc, ce qu'on a fait il y a quelques semaines, je me rappelle un mois, c'est de
préparer et de faire ce forum. C'était donc une collaboration entre nous, l'Institut du Nouveau Monde, et la Chaire de recherche du Canada et de développement régional et territorial de l'Université du Québec à Rimouski. C'est une démarche qui visait à contribuer à l'identification de réponses collectives aux enjeux qui entourent la notion d'acceptabilité sociale. Écoutez, on n'avait pas la prétention dans une journée d'apporter des réponses à ça, mais certainement de commencer à se poser puis à réfléchir à qu'est-ce qu'on donne comme sens à tout ça. Et finalement, certainement une diversité de partenaires, je vous disais tout à l'heure. Donc, de se donner aussi aux acteurs du développement au Québec une plateforme d'échange et de réflexion. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit neutre où on peut ensemble discuter des enjeux d'acceptabilité sociale, des systèmes, de processus, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, etc. De contribuer à faire émerger un langage commun. Déjà, quand on parle d'acceptabilité sociale, je vous poserai la question, je vous demanderai de l'écrire sur papier. Je suis convaincu qu'on n'aurait pas nécessairement deux réponses pareilles. Je sais, on l'a fait avec un paquet d'experts, croyez-moi. C'est pas évident. C'est quoi l'acceptabilité sociale? Comment tu définis ça? Déjà, juste l'exercice en soi n'est pas évident. Favoriser, évidemment, le partage d'expériences, de pratiques, qu'est-ce qui marche pas, autant dans différents environnements. Essayer de faire émerger des consensus, d'identifier des sujets qui méritent plus de discussion. Donc, dans cette journée-là, ce qu'on a voulu faire, c'est d'amener les gens à se poser sur certaines pistes et qui vont nous amener avec eux à réfléchir davantage puis à creuser. Et puis, finalement, d'offrir aux autorités publiques et privées des éléments de réflexion. Il faut qu'on se donne des outils pour être capable d'encadrer ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, rapidement, 170 participants dans ce forum-là. Comme vous voyez, hein, des promoteurs, des consultants, des organismes publics, des syndicats, des groupes environnementaux, bref, un bon profil de la société québécoise. On n'avait pas personne d'exclu là-dedans, là. Tout le monde n'était pas là, mais une bonne représentativité. Et dans ça, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a abordé 4 thèmes. Enfin, on a eu quelques plénières, bien sûr, mais 4 thèmes sur lesquels on a demandé aux participants de travailler. Donc, pas comme ici, on appelle ça un atelier, mais vous n'êtes pas très actifs, hein? Vous êtes plutôt des spectateurs que des participants. Là, c'était vraiment un travail avec un expert qui venait poser un sujet et demander aux gens de réfléchir ensemble. Donc, c'était vraiment du travail de collectif, de travail ensemble pendant 2 périodes de presque 3h30, donc de travail, en groupe de 40-45 personnes. Tout d'abord, d'essayer de définir, en fait, un atelier sur la définition et la mesure de l'acceptabilité sociale. Je ne devrais pas dire essayer de définir, c'est pas du tout ça qui a été fait, mais il y a un atelier là-dessus. Un, sur la participation des acteurs. Comment on encadrerait ça, la participation des acteurs dans un projet? Donc, les principes, les normes de pratique, la gouvernance, les institutions, autant du local au national, c'est quoi les structures de gouvernance qui doivent exister, et finalement, les relations avec les promoteurs, les parties prenantes et les communautés. Pour nous, c'est peut-être les 4 socles les plus probants, les plus importants sur lesquels on va se pencher si on avait à faire un mélange de tous les sujets autour de l'acceptabilité sociale. Ça nous semblait, ça, peut-être les 4 piliers, les 4 socles sur lesquels il fallait réfléchir pour se donner une base solide pour progresser. Donc, ce que je vais faire, c'est vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait dans chacun de ces 4 piliers-là. Tout d'abord, dans le premier, quand on parle de définition et mesure de l'acceptabilité sociale, je disais tout à l'heure, il n'y a pas une définition unanime de la notion d'acceptabilité sociale. Il n'y en a pas. Alors, quand le gouvernement exige des entreprises que l'acceptabilité sociale soit au rendez-vous, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est pas de l'acceptation? C'est pas d'être pour ou contre, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Donc, une question qu'on se pose puis qu'il faut continuer à se poser. Un des constants aussi, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est un processus. Et Marc en parlait tout à l'heure, il parlait de jamais mentir, par exemple, de transparence, de confiance. C'est un processus où indispensable à ce processus-là, il y a la confiance et la transparence. Si c'est pas là, on peut pas parler de processus d'acceptabilité sociale. Donc, on parle de processus ici. Et la forme de délibération, des échanges qu'il doit y avoir entre les parties prenantes, doit permettre une prise de parole plus égalitaire. Encore une fois, je me réfère à l'exemple de Marc, puis vous en avez tous chacun dans vos réalités. Les poids sont pas toujours égaux entre les parties. Hein. On a des gens qui ont des gros budgets, qui ont des consultants derrière, qui ont des maisons de relations publiques, qui mettent les moyens. Alors qu'il y a de l'autre côté des citoyens plus ou moins organisés qui sentent de donner du sens à une communication des valeurs, des messages qu'ils ont envie de passer, puis de se faire comprendre. Ça, c'est 3 constants, on dit, et puis on va rentrer plus en détail un peu là-dedans, mais quand on parle de définir et de mesurer l'acceptabilité sociale, c'est 3 grands constants-là. Donc, on pense que c'est urgent de définir l'acceptabilité sociale. Si on est pour dire qu'elle est indispensable à faire avancer des projets, il faut qu'on ait une définition relativement commune, relativement stable sur ça. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et je ne prétends pas du tout qu'on a trouvé une réponse à ça. Si c'est pas clair, les actions qui en suivent, c'est évident, quand une définition n'est pas claire, les actions qui vont suivre la définition sont forcément floues, elles aussi.
Hein, vous êtes d'accord avec ça? Hein? Si la définition de la chose n'est pas claire, les actions que je vais faire derrière sont forcément floues parce que je ne sais pas exactement ce que j'essaie de faire. Et donc, forcément, on a des actions floues aujourd'hui. L'acceptation, c'est passif. Il y a des choses où les gens acceptent. Il y a une acceptation. L'acceptabilité, c'est un processus actif. C'est un processus progressif, l'acceptabilité sociale. C'est pas de l'acceptation. On peut accepter quelque chose, si la question n'est pas là. Mais c'est un processus, quand on parle d'acceptabilité sociale, et qui mène soit à l'acceptation, soit à la non-acceptation. Le terme acceptabilité sociale est malheureusement aujourd'hui un peu enchâssé dans notre langage du quotidien. Avoir le choix aujourd'hui, c'est pas l'expression que j'utiliserais, parce qu'elle sous-entend j'accepte la chose. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je peux ne pas accepter la chose. Vous avez vu, ceux qui restent dans la région de Québec, là, on parle de bâtir une tour là, de, je sais pas, 65 étages là, à côté du pont. Là. Écoute, on est loin d'avoir une pelle de planter dans le sol et déjà, il y a 72 personnes qui s'élèvent pour toutes sortes de raisons, valables ou pas, sur est-ce que c'est acceptable socialement de faire ça. Donc, ce n'est pas une question d'accepter ou de non accepter, c'est une question d'avoir un processus qui nous permet d'en discuter. Ensuite, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on fait affaire avec la société, avec des enjeux de valeurs, de comportements, de gens, de milieux de vie, de choses qui sont intimes, de nos enfants, de nos environnements, de notre eau qu'on boit, des forêts dans lesquelles on vit, et pas seulement au niveau local. On le voit bien parce que souvent, les enjeux d'acceptabilité sociale, ils touchent une région en particulier, mais c'est des gens d'ailleurs qui disent « on peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens ». Et c'est des gens d'autres régions complètement, et on le fait à l'échelle de la planète, vous et moi. On se dit ce qui se fait ailleurs, pas acceptable. Et de plus en plus, on a moins d'emprise sur ce qui se fait au niveau global, mais au niveau local, on commence à dire le développement de mines à l'échelle du Québec, pas sûr, couper des forêts, pas sûr. C'est pas dans notre cours, c'est chez nous pareil. Et donc, ces enjeux-là deviennent beaucoup plus grands. Et souvent, les citoyens, ils ont raison de vouloir être impliqués là-dedans. C'est des questions qu'ils ont le droit de poser. Et souvent, ça dépasse la compétence d'un promoteur de répondre à ça. Je vais ouvrir une garderie, et là, tout d'un coup, là, j'ai des enjeux de toutes sortes de stationnements, toutes sortes de trucs. Les citoyens ont raison de poser ces questions-là, mais les promoteurs, des fois, ça dépasse de loin sa capacité de répondre à tout ça. Ça dépasse de loin les enjeux pour lui de son projet, mais en même temps, ce sont des enjeux réels. Donc, toute cette définition-là, nous, on dit il faut avoir des fenêtres nouvelles, il faut innover dans nos façons de faire les choses quand on parle d'acceptabilité sociale, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des vieilles méthodes, des vieux outils, et ça répond pas aux besoins de sociétés comme la nôtre, d'échanger de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus égalitaire sur des enjeux qui nous touchent tous. Donc ça, c'est une des premières constatations qu'on a faites. Le deuxième enjeu, ça va pour mon temps, je suis correct, oui? Merci. Le deuxième enjeu, c'était la participation des acteurs. Et là aussi, vous allez voir avec ce que Marc disait tout à l'heure, on est tout à fait dedans. On n'a pas de principe ou de norme de pratique. Il faut mettre là aussi, on pense, des choses en place pour se donner des cadres. Il faut identifier une grande diversité d'acteurs à toutes les étapes du projet. Si je parle d'acceptabilité sociale, il faut chercher à qui ça touche, ça? Qui sont les acteurs? Qui sont les parties prenantes? Et parfois, on a tendance à vouloir exclure des gens. Ah non, pas eux autres. Ah non, mais eux sont contre, donc je les consulterai pas. Good. C'est peut-être ceux que tu devrais consulter en premier. Et donc, il faut, si vous voulez suivre quelques règles du jeu, là, je vais en donner tout à l'heure en clôture, c'est vraiment identifier le plus large bassin possible de gens qui sont touchés par ça. Ensuite, l'accès à l'information. Encore une fois, Marc, merci, parce que c'est tout à fait ça. L'information, c'est une chose. Mais vous avez certainement vu des documents qui sont indéchiffrables. Il faut être expert dans le sujet pour comprendre ce qui est dit. Ça, c'est pas accessible. C'est accessible physiquement. Là, je peux aller sur Internet les voir, mais c'est pas vulgarisé. C'est pas fait pour que quelqu'un comprenne. Et des fois, on se pose la question, ils font-tu exprès? Vous avez l'information, là, je vous l'ai donnée. C'est tout disponible, oui, mais pas accessible. Pas compréhensible. Et donc, pour que les gens puissent participer à une réflexion collective, il faut qu'ils puissent comprendre ce à quoi ils ont affaire. Et donc, cette information-là, il faut qu'elle soit à la fois disponible et compréhensible. Et donc, la dernière chose là-dessus, c'est que l'implication des acteurs, elle doit se faire en amont et doit aller plus que la simple consultation. On le voit aujourd'hui, on a toutes sortes de choses de consultation publique, souvent par le promoteur du projet qui se sent des fois un peu coincé parce que là, il voit que ça commence à chauffer puis il se dit « OK, je vais consulter les citoyens », mais c'est pas une partie neutre, ça.
Quand vous avez, on le voit, hein, vous avez des promoteurs qui consultent les citoyens. Des fois, les citoyens sont un peu douteux de la neutralité du promoteur, qui, pour toutes les raisons légitimes, veut faire accepter son projet. Et donc, il vous consulte, mais il y a vraiment juste une réponse qu'il veut entendre. Il va peut-être faire des petits aménagements, il ou elle, on s'entend bien, là. Mais en même temps, les citoyens, on n'est pas dupes, on le voit bien. Et quand on a des choses comme ce qu'on vient de voir justement à cette île, où est-ce qu'on fait des études avec le BAP et qu'en bout de ligne, on dit pas important. Les citoyens ont raison de devenir beaucoup plus critiques et beaucoup plus de mettre en doute les systèmes qui existent aujourd'hui. Et donc, il faut, d'une façon générale, se donner des moyens pour aller chercher le plus large possible l'éventail de participants. Et donc, il y a pas, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de règles. Le gouvernement demande l'acceptabilité sociale, mais il n'y a pas de règles qui encadrent ça. Le BAP, il y a des règles pour ça, là. Il y a des règlements, il y a un processus, c'est connu, c'est encadré, on sait exactement comment ça fonctionne. Mais quand on demande l'acceptabilité sociale, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'il y a autour de ça pour l'encadrer? Et donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se pencher. J'ai quelques petites notes ici, là, je vous dis, les démarches se multiplient, on le voit, les citoyens font différentes actions, les promoteurs font les leurs. Il y a souvent une désillusion, autant de la part des promoteurs qui des fois disent « Écoute, j'ai consulté les citoyens, puis là, à la dernière minute, une autre affaire qui arrive, puis c'était pas prévu. » Et donc, il y a beaucoup de flou autour de tout ça, et de désillusion et de désenchantement de la part autant des promoteurs d'un projet, et je parle pas toujours de gros projets comme une mine, mais des fois, une simple garderie, que de citoyens qui eux, disent « Écoute, c'est pas ouvert à ce que tu fais comme processus. » Et donc, les enjeux, comme je disais tout à l'heure, dépassent souvent le simple projet du promoteur en question, parce que ça vient toucher des choses beaucoup plus larges, ça vient toucher nous dans notre société. Le troisième volet, le troisième socle, c'était gouvernance-institution. Hein. Il n'y a pas de compréhension commune quand on parle de gouvernance aujourd'hui. Gouvernance, c'est décider, et c'est décider les règles, puis c'est les faire appliquer. Mais aujourd'hui, autour de l'acceptabilité sociale, les gouvernances se retrouvent où? Mal compris, mal défini, et nos orientations générales autour de ça pourraient nous guider au niveau local. Hein. Si on avait des structures les citoyens se retournent vers leur premier palier de gouvernement, c'est-à-dire la municipalité, puis leur demandent de trancher, de prendre des décisions, et sont souvent coincés, les élus, entre des projets de promoteurs qui, pour toutes sortes de raisons, nous semblent valables, et des citoyens qui disent « Non, non, nous autres, c'est pas ça qu'on veut », ou « Si, oui, mais autrement ». Et donc, cette espèce de premier palier-là de gouvernement municipal se retrouve un peu entre lampe et l'écorce à devoir arbitrer des choses sur lesquelles, non seulement ils n'ont souvent pas de compétences, mais qui ne savent pas non plus comment faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, pour nous, il faut élargir le cadre à la société civile. Quand on parle de gouvernance, là, il faut vraiment se donner des règles autour de ça et autour de la gouvernance d'acceptabilité sociale. Et ça permet une plus grande appréciation des projets quand des gens sont impliqués dans une structure qui leur permet de faire des choix puis de décider. Et finalement, notre quatrième volet, c'était la relation ou les relations entre les promoteurs, les parties prenantes, les communautés. Donc, encore une fois, ces quatre thèmes-là sur lesquels on a travaillé. L'éthique, la confiance, la transparence, l'ouverture, l'écoute, il faut que ça soit des principes clés. Et pas, on le sait, hein, je veux dire, quand on dit et qu'on voit un projet ou un promoteur prétendre à la transparence, on réalise assez vite quand ça l'est ou quand ça ne l'est pas. Et donc, c'est vraiment dans l'authenticité de la démarche, si on veut faire arriver des choses. Ça prend un effort de sensibilisation, d'information aux citoyens qui est nécessaire. Il faut que ça soit accompagné, ça. Et vraiment, encore une fois, comme je disais, de façon accessible. Et la crédibilité du processus de consultation, ça repose, encore une fois, sur l'équilibre des pouvoirs entre les promoteurs, les parties prenantes et les communautés. Et aujourd'hui, cet équilibre-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Puis on peut se poser la question, quand c'est les citoyens qui se regroupent, celui ou celle qui parle plus fort est-elle représentatif ou représentative des citoyens dans son ensemble? Ça aussi, on ne sait pas ça. C'est encore une fois, on manque d'articulation autour de ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment innover, il faut trouver une façon nouvelle d'entrer en relation avec nos communautés. Il faut établir des climats de confiance, il faut mettre à profit l'intelligence collective qui existe dans chacun d'entre nous. Il y a une richesse extraordinaire dans la société et si on ne va pas chercher ça, on va continuer à avoir les problèmes qu'on a et je ne pense pas que ça va diminuer. Au contraire, plus ça va, plus on va voir des obstacles à
toutes sortes de projets, pour toutes sortes de raisons. Et il y en a des bons projets. C'est pas tous des projets qui méritent pas d'exister, mais ils sont mal présentés, ils sont mal compris. Les citoyens ont des bonnes raisons de s'opposer ou d'être en désaccord. Comment on les ajuste? Comment on travaille avec ça? C'est des questions sur lesquelles il faut absolument se pencher. Et à nouveau, de dire l'acceptabilité sociale, c'est pas un oui ou un non, c'est pas j'accepte ou j'accepte pas, ça c'est un vote. C'est un processus qui amène une compréhension puis qui amène parfois la non-acceptabilité ou l'acceptabilité sociale d'un projet. Et donc, je vous laisse sur une dernière réflexion. Bon, les actes du forum vont être publiés. L'INM, on a toujours le mandat, c'est de rendre nos choses le plus publiques possible. Donc, ça va être publié à l'été 2015 et c'est préparé par la Chaire en développement régional et territorial de l'Université du Québec à Rimouski. Je vous laisse sur ce que nous, on a déterminé comme étant, en fait, nous, on s'est inspiré de ce qui existe ailleurs sur les règles, les 8 règles de l'art. On s'est inspiré de ce qui se fait à l'Association internationale pour l'évaluation d'impact, l'Association internationale de la participation publique, de l'OCDE, la Convention d'Aarhus de l'Union européenne. Bref, 8 règles du jeu. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une adéquation entre les objectifs, les mécanismes et les ressources investies. Un petit objectif, tu veux faire un petit projet, tu n'as pas besoin de mettre des gros efforts derrière. Des gros projets, il faut mettre des gros efforts derrière. Il faut que ça soit, qu'il y ait une adéquation dans ça. Une autre règle du jeu, il faut que ça soit, le processus doit être indépendant. Quand le promoteur est lui-même le juge et la partie, le juge et comment on dit ça, juge et arbitre, c'est pas, juge et partie, merci, ça n'a pas de sens. Et donc, ça prend un processus qui est indépendant. La qualité et l'accessibilité de l'information, on en parlait tout à l'heure. Il faut que les gens puissent avoir accès au processus et qu'on voit qu'il y a une diversité de participation. C'est pas toutes les mêmes qui sont dans la salle, mais on a un éventail qui représente l'ensemble des acteurs. Les communications doivent être adéquates, c'est-à-dire qu'il y a un échange réel de communication entre les parties prenantes. Il faut que les modalités soient claires aussi. Comment ça se fait, ça, cette participation-là? Comment on va faire ça? Première étape, deuxième étape, troisième étape, on fait quoi avec l'information? Comment ça vous revient? Comment ça vous retourne? Il faut que ça soit clair. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui dirige sa stratégie en disant, tiens, on file pour ça. Écoute, il s'assoit, puis il élabore, puis il réfléchisse, puis il développe. Il faut que ça soit la même chose pour ces processus-là. Pour avoir le même genre de résultat étoffé, solide, il faut qu'on ait un processus qui soit clair pour tout le monde. Et donc, ça soit connu de tous. Ensuite, qu'on prenne en compte la participation dans la décision, c'est-à-dire que je vous ai consulté, mais je m'en sac. Hein, ça sert à rien. Et donc, encore une fois, désillusion des citoyens. Donc, il faut prendre en compte la participation et les commentaires des participants dans la décision finale. Et tout ça, ça doit se faire avec transparence et suivi. C'est-à-dire qu'il y a un courant continu d'échange qui se fait entre le promoteur et les parties prenantes. C'est ce que je voulais vous présenter. Merci. Donc, il nous reste peu de temps, environ une dizaine de minutes pour poser vos questions ou si vous avez des commentaires. Donc, oui. Le premier commentaire, j'étais un peu surpris que dans les deux exposés, il y a personne qui a parlé de développement durable, qu'on a des lois sur le développement durable. Il me semble l'acceptabilité sociale. Oui, tout à fait. C'est absolument, M. Marc, je vous passe la parole après. Oui, mais absolument. Quelque chose qui est pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans nos valeurs de société, aujourd'hui, le développement durable, c'en est une, mais j'aurais pas en dire d'autres, mais celle-là, c'en est une. Et donc, si un projet soutient pas un développement durable, il n'est pas acceptable. Pour moi, ça va de soi. En 20 minutes, je n'ai pas tout nommé, mais vous avez parfaitement raison, monsieur, absolument. Ouais. Oui, il pourrait juste pousser de l'avant. Il n'y a personne qui accepte, là. Mais on va prendre un exemple concret où l'Institut du Nouveau Monde est venu faire la partie acceptabilité sociale dans l'étude d'impact pour un projet qui s'appelle Ménarneau à Sept-Îles, où ils sont venus faire cet échange-là entre la population. Puis c'était un prérequis pour l'étude d'impact qui est sous les règlements, si on veut, de la Loi sur la qualité de l'environnement ou le Bureau d'audience publique en environnement. Donc, il y avait une case qui devait être remplie qui s'appelait consultation publique. Le promoteur a engagé l'Institut du Nouveau Monde. Ils ont identifié les participants. Puis je pense qu'à cette île, il avait identifié 87 différents groupes. Donc, ça part des filles d'Isabelle aux chambres de commerce, en passant par les conseils de bande, puis les groupes citoyens, mais il n'y a pas beaucoup de groupes citoyens qui ont participé. Ils sont arrivés à la fin de ça, puis avec un chapitre complet dans l'étude d'impact qui faisait un petit peu l'état d'âme, mais ça ne reflétait pas beaucoup la situation. Tout ce que ça faisait, c'était de dire que oui, la coche avait été cochée, puis l'exigence de l'étude d'impact avait été remplie.
mais c'était complètement biaisé, là. Et donc, il y a une réglementation. Est-ce que vous dites que l'INM a biaisé ses réponses? Non, pas du tout. Je veux dire que... je veux dire que c'était une commande du promoteur qui a identifié les acteurs qui avaient soit peu ou pas d'informations, puis qui étaient un peu choisis au volet pour que le résultat, veut pas, c'est payé par le promoteur, fasse plaisir au promoteur. Ils ne sont pas allés répertorier tous les gens qui étaient contre, c'est clair. Puis, dans le rapport, si on veut, ben quand on lit ça, on voit qu'on peut effectivement lire des deux côtés. On peut voir jaune ou on peut voir rouge. Tu sais, on fait attention ou on arrête complètement. Puis, il y avait un petit peu de vert. Donc, tu sais, finalement, c'est pas évident de se positionner ni pour l'Institut du Nouveau Monde, parce que c'était pas son mandat, mais la réglementation, présentement, fait en sorte que ce point-là soit juste une coche à faire de par le promoteur. Et pour aller plus loin, je vous laisse, pour aller plus loin, c'est un vrai problème, parce que qui paye? Qui paye la consultation? Il faut que ça soit quelqu'un. Si c'est un ministère, ben, tu dis, attends une minute, eux autres veulent ça. Si c'est le promoteur, c'en est un autre. Je ne dis pas que j'ai une réponse facile, mais encore une fois, il faut repenser nos façons de faire, parce qu'on dit qu'il faut que ce soit une démarche indépendante. Et là, l'apparence, j'ai entendu lire, l'apparence, elle n'est pas d'indépendance. Alors que l'INM, vraiment, son histoire, elle l'est, mais l'apparence, elle est, il ne peut pas être indépendant. C'est le promoteur qui le paye. C'est un mandat, donc, forcément. Oui. Oui, en fait, je devais y être, mais pour toutes sortes de raisons, ça, oui. Oui. Je pense que c'est au gouvernement, en tout cas, de prendre en compte tout ça. Puis je me demande si, au bout du compte, est-ce que les lobbyistes ne pourraient pas quand même par en dessous, parce que pourtant, ça serait fait, puis je trouve que ça a bien du sens, puis on peut en parler pendant des heures. Beaucoup de pistes, quand même, qu'il y a des groupes qu'on entend du tout. Ils ont quand même de l'argent avec les lobbyistes. Est-ce que ça a été réfléchi? Oui. Oui, forcément. Mais c'est quoi la réponse à ça? C'est pas une réponse de réflexion à long terme là-dessus. Marc, je vois que vous avez quelque chose à dire. Mais donc, oui, forcément, c'est réfléchi. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on dit il faut réinventer parce que toute cette situation d'acceptabilité sociale, on la voit, elle se trouve partout aujourd'hui. Partout, dans tous les petits et grands projets, ça devient un vrai enjeu. Et ça ne disparaîtra pas, ça. En 2022, les citoyens ne diront pas, bon, là, c'est assez, là, on a assez fait, on arrête. Je pense qu'en 2022, ça va être encore pire, pour toutes sortes de raisons. Là, je l'ai sauté, mais il y a toutes sortes de raisons. L'accessibilité à l'information, aux moyens, aux réseaux sociaux, etc., qui fait qu'instantanément, on est en échange les uns avec les autres, ça ne disparaîtra pas. Et donc, il faut vraiment inventer des façons égales d'avoir des échanges sur l'avenir de nos sociétés, autant au niveau local que national qu'international. Ce problème-là, il va se retrouver au niveau international assez rapidement. Je veux dire, quand on fait des choses à l'échelle de la planète, je ne sais pas, moi, on coupe les forêts au Brésil, on dit c'est le poumon du monde, c'est un enjeu d'acceptabilité sociale internationale. Il y a un organisme qui a réussi à ça se fait. Ça se fait. Pour revenir sur ce que vous dites, il y a un petit problème, moi, que je vois avec une poursuite, si on veut. Quand le promoteur s'aperçoit que ça bloque à quelque part, OK? Là, on dit, OK, l'acceptabilité sociale n'est pas là. Le projet continue. Le promoteur va dire, OK, on bloque pas, c'est pas fini. C'est pas parce que vous l'acceptez pas tout de suite que c'est pas acceptable. On continue à l'aide de lobbyistes, puis les lobbyistes deviennent, à la limite, quand c'est dans le monde minier, les travailleurs, les chambres de commerce. C'est plus des lobbyistes inscrits à l'ordre des lobbyistes parce qu'on va pas solliciter des entrevues avec le ministre ou le maire. Là, on va solliciter des entrevues avec chacune des familles. Donc, on développe des lobbyistes à l'intérieur de la communauté, puis on veut la définition de l'industrie tout de suite, je pense, pour l'acceptabilité sociale, c'est que c'est jamais arrêté. C'est évolutif, puis la compagnie va travailler jusque temps qu'elle ait convaincu assez de monde pour que ça semble être obtenu l'acceptabilité sociale dans la communauté. Donc, moi, j'ai un problème avec ça parce que la compagnie continue. Il y a un premier crunch, on peut voir, le projet, il sort, il est annoncé, tout le monde s'informe, tout le monde réagit. Là, pouf, on arrive sur le dessus de la mobilisation. Après ça, ça se met à descendre, l'intérêt.
Puis là, la compagnie en profite pour continuer, puis aller grenouiller, puis à faire du lobbying, que j'appelle de cuisine, dans toutes les maisons, pour aller chercher un petit groupe à la fois, une famille à la fois, pour un peu bâtir son acceptation du projet, qui, lui, n'est pas meilleur. Puis qui, souvent, la grille de développement durable aurait dit que ce projet-là n'est pas durable. Donc, pourquoi est-ce qu'on remet le poids sur les citoyens qui acceptent ou n'acceptent pas, plutôt que avant, on aurait pu voir que le projet n'est pas durable, dans le sens du développement durable, puis on dit, mais s'il n'est pas durable, arrêtons cela, c'est pas un bon projet, point. Il n'y a pas de balise autour de ça, donc forcément, il n'y en a pas. On ne peut pas voir ça, c'est ça le problème. Il n'y a pas de balise. Oui. Oui, mais... Si ça ne rencontre pas, c'est pas positif à la fin, bon, c'est pas bon ton projet, on passe à un autre projet. Je vais prendre une dernière question. On n'entend pas parler parce qu'il n'y en a pas de problème. Ils écoutent les citoyens, ils réagissent, ils adoptent leurs choses. Au lieu de faire la route là, ils la font ici. Il y en a. Il y a des exemples, comme on n'a pas le temps de faire tout ça dans l'heure qu'on a, mais il y en a, c'est pas tous des gros méchants. Hein. Je veux dire, il y en a, là, des gros méchants, mais il y en a. Les bons projets vont de l'avant. Exactement. Les mauvais projets ont beaucoup de problèmes à avancer, puis c'est eux qui devraient attirer notre attention. Tu sais, effectivement, les bons projets, on n'entend pas parler. Bref, je repasse le micro. Je pense qu'on est rendu à la fin de notre séquence.